placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles par le juge d'instruction du 3e cabinet qui a suivi le procureur de la République dans son réquisitoire. Le parquet avait demandé le mandat de dépôt et l'ouverture d'une information judiciaire. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Je vous le disais tout à l'heure, la première cargaison de gaz naturel liquéfié produit par les champs de GTA à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Cette cargaison donc est en voie d'être expédiée, ce qui donnera à ces deux pays le statut de pays exportateur de gaz. Le chargement du tanker a pris plusieurs jours de façon sécurisée. Ce chargement vient d'être achevé. Salimata Aoua. C'est un grand jour pour la Mauritanie et le Sénégal, a déclaré Dave Campbell, vice-président senior pour la Mauritanie et le Sénégal. Les deux pays sont officiellement entrés dans le cercle des exportateurs de gaz. La première cargaison de GNL a été transférée à un transporteur à partir du navire flottant de gaz naturel liquéfié FNLG du projet. Il est situé à 10 km au large où le gaz naturel avait été refroidi, syrogéniquement liquéfié et stocké. C'est après que l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement FPSO a fini d'éliminer l'eau, les condensats et les impuretés. Dans son communiqué, BP annonce que cette première cargaison de gaz naturel liquéfié est destinée à l'exportation. Ce chargement fait suite à l'annonce du premier envoi de gaz du projet en début d'année. Une fois pleinement opérationnel, GTA phase 1, 2,4 millions de tonnes de GNL par an. Il devait répondre aux besoins énergétiques mondiaux. Une allocation de volume de gaz sera également mise à disposition des marchés nationaux de la Mauritanie et le Sénégal dès qu'il finit de construire son gazoduc. GTA, l'un des projets offshore les plus profonds d'Afrique avec des ressources gazières atteignant 2850 mètres de profondeur. Retour sur la terre ferme avec la 10e édition du Salon international de la santé et du matériel médical, en parallèle avec la 5e édition de l'Expo Santé OCI. 3 journées de consultation médicale gratuites sont offertes aux populations au CICES. Il y a beaucoup de monde sur les lieux qui bénéficient de plusieurs spécialités. Le manque de moyens financiers explique en partie ce rush du public et les organisateurs comptent renouveler l'expérience après le CISDAC. Awambaï, reportage. Au milieu du CICES, une tente bien installée et animée avec des boxes de consultation alignées sur les deux côtés, à droite et à gauche, avec du monde en attente. Consultation médicale en gynécologie, cardiologie, neurologie, dermatologie, urologie, médecine générale, toutes ces spécialités sont présentes. Madame Meng est assise devant le bus de radiologie pour un dépistage des cancers gynécologiques et attend son tour, bulletin à la main. C'est une belle initiative et en tant que citoyenne, je me suis dit que pourquoi pas ne pas profiter et avoir la possibilité de faire plusieurs consultations en même temps. Est-ce que ce n'est pas lié au fait que les populations pensent que la santé coûte cher et elle a un coût et profiter de ces occasions? Des fois, c'est un problème de coût cher ou aussi des fois aussi manque d'informations et autres. Et après, elle va profiter des autres spécialités sur place. Le docteur Fatma Guenoun est la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer, LISCA. Son équipe a déjà reçu 50 femmes la première journée. C'est très important de venir accompagner la population parce qu'actuellement, la population est en état de difficulté financière. Ils n'ont pas de quoi payer des dépistages, ils n'ont pas de quoi aller payer les consultations au niveau des hôpitaux et leur offrir un dépistage à cette occasion, c'est important. Nous sommes à une 50aine de femmes. La coordinatrice des activités médicales du CISDAC de cette édition, le docteur Ndeye Maguette Ndiaye, directrice régionale de la santé de Dakar, estime que ces consultations gratuites constitue un besoin pour les populations. Maintenant, l'impression qu'on a, c'est un besoin qui est là et que nous tentons de satisfaire. Et ça nous donne aussi une idée qu'on doit quand même continuer à mener de façon périodique à ces activités.
Donc les populations sont venues en masse. Les consultations médicales gratuites au CICES pour le compte du CISDAC se poursuivent jusqu'à demain et c'est pour faciliter l'accès aux soins aux populations. Pour rappel, le parrain de la 10e édition du CISDAC, le professeur Amadou Gallo Diop, est l'initiateur de ces journées de consultation médicale gratuite en marge des activités officielles. Toujours dans cette actualité, un Sénégalais à la tête de l'Association africaine de néphrologie, le professeur Abdou Niang, néphrologue, est élu président de cette organisation de médecine depuis hier à l'issue de l'Assemblée générale tenue à Tunis. Pour lui, le principal défi reste la lutte contre les maladies rénales en Afrique et l'accès aux soins. Il est joint par Awambaye. Je viens d'être porté par mes pairs au cours du congrès de la Société africaine de néphrologie à Tunis comme président de la Société africaine de néphrologie pour un mandat de 2 ans. Et ceci avec beaucoup plus de plaisir que c'est en terre tunisienne. Vous connaissez certainement les relations qui unissent la Tunisie et le Sénégal, qui sont 2 pays frères. Alors l'Association africaine de néphrologie existe depuis 1987 et contribue au développement de la néphrologie en Afrique et dans le monde. Alors, comme vous le savez, en Afrique, nous sommes confrontés au lourd fardeau de la maladie rénale avec une prévalence de plus en plus importante, mais aussi nous sommes confrontés au déficit de néphrologues parce que le continent compte moins de 4 néphrologues par million d'habitants. Et donc, il nous faut relever ces défis pour contribuer à la formation, mais aussi à la sensibilisation des populations pour un meilleur accès au traitement, un meilleur accès à la dialyse et un meilleur accès à la transplantation rénale. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. 12h09 à Ziguinchor. En Casamance, l'armée intensifie ses opérations sur le terrain, notamment dans la zone des Palmiers. La journée d'hier a été marquée par des affrontements relativement violents entre les forces armées et des groupes armés. Les opérations se poursuivent, mais peu d'informations sur le bilan, signale notre correspondant sur place, Lamine Ba. Désenclavement et réalisation des infrastructures de base. Le programme national de développement local réceptionne de nombreux ouvrages dans la région de Matam. En appui à 3 communes de Haouré, Dabia et Bokiladji, le PNDL a injecté plus de 3 milliards pour améliorer le quotidien des populations bénéficiaires. Ali Bandelignon. De grandes réalisations dans ces 3 communes de Dabia, de Haouré et de Bokiladji. Des pistes de désenclavement, des infrastructures de base telles que les marchés, les écoles, les ponts ou encore des unités de transformation pour les femmes. Le PNDL a injecté un peu plus de 3 milliards de nos francs pour changer le quotidien des populations de ces 3 communes de la région de Matam. On demande aux municipalités de discuter à la base pour savoir les infrastructures dont ils ont besoin afin que nous puissions les accompagner. Au niveau du département de Matam, nous avons réalisé des pistes avec notre projet qui s'appelle le PDZP et ces pistes-là ont permis de communier pratiquement plus de 150 villages et pratiquement près de 63 km de pistes. On a mis en plus de ces kilomètres de pistes, nous avons mis en place des activités de chaîne de valeur qui permettent aux populations d'avoir des activités génératrices de revenus qui leur permettent de les stabiliser dans les zones. Dans le cadre de la politique de rupture prônée par les nouvelles autorités à la tête du pays, le responsable du programme de développement local a annoncé la réintégration de 100 communes longtemps laissées en rade. Et ces communes-là étaient environ au nombre de 100. Et ces communes-là, depuis 2014, n'avaient jamais reçu d'accompagnement du PNDL. Dans le Djibouti, nous avons accompagné toutes ces communes-là pour pouvoir disposer des ressources du PNDL. En plus, dans le Djibouti, maintenant, il ne s'agit plus de faire simplement des financements. L'idée est aussi d'accompagner les communes et d'aller voir de visu ce qui est fait. Et chaque 3 mois, avec notre bras technique qui est l'ARD, nous allons sur le terrain, vérifier les infrastructures. La veille de la visite attendue du ministre de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, le patron du PNDL est venu encourager les responsables des collectivités locales à plus de rigueur et de transparence dans la gestion des ressources publiques. Matam, Ali Bandelignon. RFM. Ali Bandelignon, restons avec les collectivités territoriales et dans le développement local avec l'Association des départements du Sénégal qui a tenu une assemblée générale. Une occasion pour ces élus locaux de redéfinir leur rôle dans les futurs pôles territoires. Ils demandent une décentralisation des projets et budgets pour qu'ils se sentent impliqués dans le référentiel 2050. Ces élus regrettent l'insuffisance des budgets des départements. Des Matidiens.
Le repositionnement des départements dans les futurs pôles territoires à l'ordre du jour des concertations des élus locaux du Sénégal. Ces derniers veulent notamment une bonne mise en œuvre des politiques publiques. Ahmed Youssouf Benjaloum, président du conseil départemental de Kaolack et de l'association des départements du Sénégal. On va faire des panels qui tournent autour de ce thème et des recommandations seront formulées et transmises à l'autorité pour dire quelle est la position des départements, quel rôle nous voulons jouer, quel apport décisif nous pouvons donner à cette réforme. À travers cette rencontre, les départements ont aussi réclamé leur rôle et le financement qui l'accompagne. Le président du conseil départemental de Mbour, Saliou Samb, parle d'autonomisation financière. Le département doit être doté de moyens supplémentaires financiers autonomes, comme une fiscalité propre. Imagine le département de Mbour n'a même pas 400 millions de francs CFA de budget. Dites-moi, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on va être limité seulement à faire ce qu'on appelle la petite construction des salles de classe. Non, ça ce n'est pas le rôle du département. Le ministre des collectivités territoriales s'est fait représenter à ces concertations par son directeur de cabinet. Une occasion pour Amadou Mané Fall d'annoncer une réforme prochaine de la décentralisation. Je pense que d'une manière générale, cette réforme prendra en compte les préoccupations des départements et notamment une réflexion plus large sur la coopération décentralisée. Conscient de leur responsabilité dans la lutte contre la migration irrégulière, l'Association des départements du Sénégal annonce la tenue d'un forum des territoires à ce sujet avant la fin de cette année. Ndeye Mati Dieng, Mbour, Radio Futur Média. En marge de cette assemblée générale, le président du conseil départemental de Mbour a encore interpellé les nouvelles autorités sur la nécessité de construire un hôpital de niveau 3 à Mbour. C'est devenu une urgence, surtout que l'actuel hôpital a dépassé ses limites et capacités. Soutient Saliou Samb qui précise qu'un site est déjà disponible à Malicounda. Saliou Samb, président du conseil départemental de Mbour, au micro de Ndeye Mati Dieng. Nous l'avons dit depuis 2018, nous sommes en train de crier haut et fort que Mbour est un département qui est devenu multidimensionnel. C'est un département où toutes les politiques publiques convergent et qu'un hôpital de niveau 3 est la moindre des choses pour faire face à une zone accidentogène. Nous lançons un appel encore à son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Premier ministre et au ministre de la Santé de nous permettre d'avoir un hôpital de référence. Nous avons déjà le terrain qui est au niveau de Kerbala, de 10 hectares que nous a gracieusement offert le maire de Malicounda. Donc les études ont été lancées. Il y avait même des financements qui étaient déjà approuvés par le ministère des Finances. Donc je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas encore effectif. L'hôpital de Mbour prend en charge même les malades qui viennent de Fatick et de la sous-région. Il y a aussi le problème de polymètre qui se pose. Donc nous sommes en train de voir aussi avec le ministre de tutelle comment régler ce problème-là de polymètre qui permettra à l'hôpital d'avoir aussi ses propres scanners, ses propres aussi appareils qui pourront lui permettre de ne pas transférer des malades à Dakar. Parce que c'est ça l'objectif. On est au 21e siècle. Il n'est pas question que dans le département de Mbour, un département aussi important, qu'on ait à évacuer des malades jusqu'à Dakar parce que nous n'avons pas un hôpital de référence qui peut faire foi et qui peut prendre à charge ces genres de pathologies ou bien autre chose. À 12h15, cap sur Ngandjouf dans le département de Tivaouane. Un périmètre maraîcher qui employait des centaines de personnes a été complètement détruit par des jeunes armés de machettes. Les habitants, très en colère, sont sortis en masse pour dénoncer l'acte dont on ignore encore les raisons. Tous réclament justice. Plus de détails dans cette correspondance signée Charanta Diop. Ngagan, Ndjeyen, Nga, Ngembe, Sabi et Ngandjouf, tous les habitants de ces villages étaient sortis en masse pour dénoncer cet acte qu'ils jugent ignoble. Un périmètre maraîcher qui emploie une centaine de personnes a été saccagé. Le matériel agricole endommagé. Mama Gueye, leur porte-parole. Oui, effectivement, ils ont détruit l'installation avec des machettes, totalement ravagé un champ de plus d'1 hectare installé avec un système d'irrigation solaire. C'est quelque chose que nous déplorons. Cette affaire a surpris tout le monde. Les auteurs présumés de ces saccages ont été identifiés et les populations réclament toujours justice. On a contacté sitôt le maire de la commune de Ngandjouf, le sous-préfet de Niakhène, Babacar Kébé. Ils ont fait aussi un travail. Ils ont été identifiés, mais l'enquête se poursuit actuellement parce qu'il est sur les mains de la justice et nous demandons que justice soit faite. Problèmes qui existent dans notre localité, qui sont récurrents. Ces difficultés ont poussé les populations de Ngandjouf et villages environnants à interpeller l'État. Pour elles, cette localité est laissée à elle-même. Nous sommes dans une commune vraiment très large, par exemple de plus de 306 km² avec une potentialité de terre arable. Nous les jeunes, nous sommes engagés
à travailler, mais nous n'avons pas la certitude d'avoir un investissement sécurisé. Outre sa vocation de devenir le futur poumon économique de Ngagne Diouf, ce périmètre maraîcher offrira des opportunités de travail aux jeunes de plusieurs villages de Ngagne Diouf. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, partout, tout le temps. Dans l'actualité politique, le congrès très attendu de l'Alliance des forces de progrès, ce sera ce week-end. Que restera-t-il donc de l'AFP avec le retrait imminent de son fondateur, Moustapha Niasse? Une chose est sûre, il n'y aura pas de profil comme lui. L'identité de l'AFP et que les départs des numéros 2 rendront difficile sa succession. Les éléments avec Kouma Sandiane Faye. Pour succéder à Moustapha Niasse, le congrès pour le retrait du secrétaire général national de l'Alliance des forces de progrès doit se tenir. Remplacer Moustapha Niasse qui a marqué l'histoire politique du Sénégal, lui-même l'identité de l'AFP, ne sera pas chose facile. Impossible même d'avoir le même profil sur le fauteuil. Babacar John est journaliste au quotidien Le Soleil, analyste politique. Ceci, on peut citer Mbaye John, l'actuel maire de Goundiane, qui est responsable politique et qui, depuis quelque temps quand même, c'est le plus présent sur le plan médiatique. Nous avons également Passania Mbaye, qui est ancien ministre et ancien maire de Pikine. Quand même, il peut être un prétendant sérieux. C'est vrai, Alioune Sarr, à la veille de la présidentielle, avait annoncé sa candidature contre l'avis de Moustapha Niasse. Bon, depuis quelque temps, son nom est agité. On ne sait pas s'il a pu arrondir les angles avec la direction du parti ou pas. C'est un bon profil. Il a dirigé les cadres de l'AFP. Quand même, c'est un ministre qui a une bonne expérience. Malheureusement, d'autres qui auraient pu quand même prétendre à son poste. Les départs de grandes figures de cette formation politique, qui pour certains ont été presque des numéros 2, ne rendront pas facile cette succession. Il y a, je pense, Malick Gakou qui est parti et il y a Elentine qui est parti. Il y a aussi le professeur Mauloud Diakhaté quand même qui était le directeur de l'école du parti, qui pouvait quand même prétendre à ce poste. Malick Diop qui a été directeur de campagne du candidat Abdoulaye Diouf Sarr lors des élections, je pense, dernières élections. Sator Mbaye a été responsable des jeunes aussi. Il s'est beaucoup battu quand même au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar et lui aussi quand même peut prétendre à ce poste. Quelle démarche entreprendre que Moustapha Niasse désigne son successeur qui ferait probablement consensus ou que la démocratie règne? Tout se résume sur la trajectoire du parti. La décision de Niasse quand même a toujours été prépondérante. Donc ce qui est sur ce que la loyauté va jouer, ceux qui depuis longtemps quand même ont collaboré avec lui dans la loyauté et qui ont avec les moyens aussi ça, parce que bon, ça sert à rien de donner le parti à quelqu'un qui ne peut pas le faire fonctionner. L'AFP, un parti mythique, ancré dans l'histoire politique du pays de par l'homme qu'il a toujours incarné, mais aussi les rôles déterminants que ce parti politique a eu à jouer dans la première alternance en 2000 avec Wade, mais aussi en 2012 avec Macky Sall. Cette formation politique jusqu'ici faisait de roi. Avec le retrait du fondateur, reste à voir si l'AFP pourrait à l'avenir conquérir le pouvoir. À suivre dans la deuxième partie de ce journal, nos rubriques habituelles, le journal international, le journal des sports. Et rendez-vous avec Anna Rocha pour évoquer cette première, la rentrée littéraire ce jeudi. Une première au niveau national, nous en parlons après le journal des sports. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié-Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Paralysie du secteur financier au Mali. Cela du fait d'un arrêt de travail à l'appel du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, commerces et stations-service du Mali. Le SINABEF, une grève de 72 heures à compter de ce jeudi sur l'ensemble du territoire national. Salimata. Le mouvement social fait suite à l'échec des négociations engagées avec les autorités maliennes après le dépôt d'un préavis le 2 avril dernier. À l'origine de la mobilisation figure l'arrestation de 2 agents de la filiale malienne d'Ecobank accusés d'avoir délivré de fausses garanties dans une affaire impliquant la société publique
énergie du Mali. Des interpellations jugées arbitraires par le SINABEF qui y voit une atteinte aux droits des travailleurs. Face à cette situation, le syndicat a structuré ses doléances autour de 15 points, parmi lesquels la protection juridique du personnel, l'amélioration des conditions de travail et le respect des textes réglementaires encadrant le secteur. Les discussions menées avec les représentants du gouvernement n'ayant pas permis d'aboutir à un compromis, le bureau exécutif du SINABEF a confirmé dans un communiqué daté du 16 avril le déclenchement du mot d'ordre de grève à compter de ce jeudi 17 avril. La paralysie touche l'ensemble des banques commerciales, compagnies d'assurance, institutions de microfinance, commerces affiliés et stations-service. Aucun service minimum n'est prévu conformément aux consignes données par le syndicat. En l'absence d'avancées concrètes dans les discussions, une grève reconductible de 120 heures est déjà annoncée du mardi 22 au samedi 26 avril. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante annonce une nouvelle révision de la liste électorale. Seulement, ce ne sera pas avant l'élection présidentielle d'octobre prochain, mais après, une annonce faite à l'issue d'une rencontre avec les guides religieux. Gobi Ayabi. Il n'y aura pas de révision de la liste électorale avant les présidentielles. C'est la déclaration faite par Koulibaly Kuibiera, président de la CEI. La commission électorale n'est pas impartiale parce que tout simplement, elle refuse de faire la révision en 2025. Une partie des acteurs politiques nous demande de faire la révision. Mais on dit on ne peut pas faire une révision dans une révision. On n'a pas terminé la révision qui est en cours. Parce que quand vous devez faire une révision, mais vous vous inspirez de la révision précédente. Or, celle qui précède n'est pas terminée. Comment vous allez paramétrer les tablettes? Conscient de ce que on n'allait pas faire la révision de la liste électorale en 2025, on a augmenté le nombre de centres d'enrôlement. On dit non, il faut nécessairement qu'on fasse la révision. On dit bon, on va faire la révision. Finissons l'élection du président de la République et puis on va faire certainement la révision après. On dit haro sur le baudet. Pourquoi? Mais vous vous foutez de nous? Mais la révision de la liste, elle est faite. L'élection du président de la République, c'est faux. Que dit l'article 6 dont tout le monde s'inspire tant? L'article 6 dit ceci. La liste électorale est tenue à jour annuellement pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Ce qui motive une révision, ce n'est pas une élection. Ce sont les mutations qui sont intervenues dans le corps électoral. C'est pour cette raison que la révision se fait en dehors des années électorales. Si la révision était liée à l'élection, on ne l'aurait jamais fait en 2023. On ne l'aurait pas fait en 2024. Vous avez fait une élection en 2024? Est-ce qu'on a fait une élection en 2022? L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue pour le 25 octobre 2025. Gobia Iabi, Abidjan, RFM. Et puis la crise dans l'est de la RDC. Première visite à Kinshasa du nouveau médiateur de l'Union africaine. Faure Gnassingbé était dans la capitale congolaise hier dans l'après-midi, où il a rencontré son homologue Félix Tshisekedi avant de se rendre à Kinshasa pour inaugurer sa mission. Le président togolais s'était rendu dans la matinée à Luanda pour y rencontrer son prédécesseur, le président angolais Joao Lourenço, pour une sorte de passation de témoins entre les deux hommes. Dans l'ouest de la RDC, le chavirement d'un bateau a fait au moins 50 morts et des centaines de disparus. Des dizaines de personnes ont été sauvées. Beaucoup d'entre eux souffrent de graves brûlures. L'accident est survenu sur le fleuve Congo tard dans la nuit de mardi à mercredi. Le bateau motorisé qui transportait environ 400 passagers a pris feu près de la ville de Madanko. L'incident a commencé alors qu'une femme cuisinait à bord. La guerre à Gaza, pour terminer, la défense civile de Gaza annonce 16 morts dans une frappe israélienne sur des tentes de déplacés dans la bande de Gaza. 23 personnes ont aussi été blessées dans cette frappe menée par 2 avions près de Khan Younes dans le sud du territoire palestinien, selon le porte-parole de cette organisation de secours qui s'est confiée à l'agence France Presse. Merci, Georges Détié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, nous reviendrons sur le débat relatif à l'usage des monofilaments, une pratique interdite par le code de la pêche, mais largement revendiquée par les pêcheurs sénégalais. Et plus globalement, nous allons parler de ce secteur avec nos 2 intervenants du jour. M. Ismaël Ndiaye, directeur des pêches maritimes au ministère des Pêches, des infrastructures maritimes et portuaires, et Mor Mbeng, coordonnateur du conseil local de la pêche artisanale
de Kayar. RFM Sport. L'actualité des sports. Basketball Africa League, l'AS Ville de Dakar en regroupement fermé à Saly. Depuis lundi dernier, l'équipe au complet pour préparer la phase de Dakar pour une première participation. L'équipe municipale veut frapper fort et se qualifier pour le tournoi final prévu en Afrique du Sud. Moustapha Gaye, leur directeur technique national, sur le plan de préparation. Avec l'équipe toute mauvaise fatiguée, pour voir un peu ficeler le programme, vraiment monter une bonne équipe compétitive pour vraiment relever le défi sur le plan sportif. Ils sont là. L'objectif sportif de l'équipe pour cette première participation, c'est quoi? D'abord, dans un premier temps, nous qualifier pour la phase finale. On va y aller étape par étape et parce qu'ils sont très ambitieux. Pour une première participation, nous voulons vraiment de relever le défi vraiment pour permettre au Sénégal d'avoir encore des points par rapport au futur de la bourse. Donc, objectif pour le moment, c'est de nous qualifier pour la phase finale. On a été jeunes joueurs. Ce qui nous a motivé à continuer à jouer, parce que c'est le rêve. On a tous rêvé de voir, quand on voyait nos aînés s'épanouir sur le terrain, on a rêvé de faire comme eux, et ça a été une suite de motivation. Aujourd'hui, le basketball a évolué sur tous les plans, sur le plan socio-économique. C'est comme ça qu'il faut donner aux enfants, leur expliquer, vraiment leur dire qu'ils peuvent rêver un peu de pouvoir vraiment tirer tous les profits de la balle. Le basketball, toujours avec les huitièmes de finale de la Coupe du Maire, aujourd'hui chez les dames Duc défie l'équipe du Jaraaf, c'est dans l'après-midi. Coupe de la Ligue de football, on joue la 6e journée. La 6e journée avec un choc en Casamance à Ziguinchor, le Casa Sport qui reçoit l'équipe de Esamaï FC. L'AS Saloum joue contre l'équipe de Kaffrine. Amitié reçoit le Djambar de Sali. Génération Foot défie l'équipe de Snaps Excellence à Thiès. Nous parlons de l'Europa League avec les quarts de finale retour ce soir. Lazio Rome joue contre l'équipe de Bodo. Bilbao défie les Glasgow Rangers. Tottenham défie l'équipe de Francfort. Manchester United joue contre Lyon de Nyakate Suleiman. Malal Junior Diagne qui nous a présenté ce journal des sports. Avant de vous dire au revoir, je vous dis bonjour. Bonjour Suleiman. J'ai oublié de faire au début de votre journal. Toutes mes excuses. Sans doute, il n'y a pas eu de café ce matin, c'est pour ça. Merci Malal Junior Diagne. RFM, la radio de toute l'actualité. Le Sénégal, je vous le disais, fait sa rentrée littéraire ce jeudi. C'est une première au niveau national. Contrairement aux autres événements du genre, cette rentrée est à la fois commerciale et didactique. Les acteurs de la chaîne du livre veulent profiter de l'occasion pour lancer un appel aux autorités pour la préférence nationale. Anna Rocha. C'est un vieux projet qui vient se concrétiser ce jeudi, une rentrée littéraire nationale avec tous les acteurs de la chaîne du livre. Aminata Sy est la présidente de l'association sénégalaise des éditeurs. Après la cérémonie d'ouverture, nous allons organiser des panels avec des thèmes très intéressants tels que la souveraineté littéraire, les langues nationales qui vont bientôt entrer dans le système éducatif. Nous sommes des entreprises commerciales. Nous voulons participer au développement économique de notre pays et nous allons en profiter pour lancer un appel aux gouvernants pour nous accompagner, surtout avec la préférence nationale pour les commandes publiques, les développements des infrastructures de lecture comme les bibliothèques scolaires, les bibliothèques municipales. Selon le critique littéraire Mohamed Sow Botler, cette rentrée littéraire sénégalaise est particulière. Elle revêt deux dimensions. C'est un souffle nouveau dans l'espace littéraire sénégalais, dans la mesure où, évidemment, il allie une dimension commerciale, ça c'est la tradition de la rentrée littéraire, comme on le sait. Mais la nouveauté que nous avons intégrée, eh bien, c'est la dimension épistémologique, d'où la pertinence de cette première édition. Mohamed Sow Botler ajoute que le secteur du livre et de l'édition a besoin d'encore plus d'espaces de rencontre. Les défis sont nombreux. Et déjà, il y a le souci des bibliothèques. Bien sûr, la DLL et le ministère sont en train de faire un travail pour élargir les bibliothèques, en ressusciter d'autres, en créer de nouvelles. Et puis la Bibliothèque nationale également, on en parle. Mais les défis du secteur du livre sont partout. Le défi est à la fois chez l'écrivain,
Le défi, c'est également l'éditeur. Le défi, c'est le consommateur, le lecteur. Le défi est pluriel. Il y a un regain d'engouement autour du livre, mais malgré la vitalité de la production, il y a encore des efforts à faire pour la promotion du livre et de la lecture. En février dernier, le président de la République soulignait également l'urgence de restructurer le fonds d'aide à l'édition. Bassirou Diomaye Faye demande l'organisation d'un forum national sur le livre. La presse de ce jeudi 17 avril 2025, lue pour nous par Youssouf Bodian. Bonjour. À la une, les arrestations dans le cadre de la gestion des fonds Force Covid-19. L'Observateur plonge ses lecteurs au cœur des interrogatoires et révèle ce qui s'est passé chez le juge. D'abord, l'artiste Baba Hamdi qui a contesté les 110 millions de francs CFA et cautionné 2 millions de francs CFA qui ont failli lui coûter sa liberté. Ensuite, Tange Tandian, placé sous contrôle judiciaire sans avoir consigné le moindre sou, mais inculpé pour détournement des deniers publics et faux en écriture privée. L'Observateur évoque également les cas de Mamadou Ngom, Alimatou Sadia Gueye qui ont obtenu la liberté au prix fort. Le fric a coulé à flot selon Source A qui donne quelques montants de caution. Mamadou Ngom, ex-DAGE du ministère des Sports, a cautionné 150 millions de francs CFA. La styliste Sadia Gueye, 50 millions de francs CFA. Baba Hamdi, lui, a déposé une caution de 2 millions de francs CFA et près de 4 millions de francs CFA pour le directeur général de Kausara Business. Au total, plus de 200 millions de francs CFA déjà cautionnés, note Le Soleil. Le journal Les Échos parle de cautionnement à tout va et ajoute que les hauts fonctionnaires des finances et les anciens ministres sont en danger. Libération qui replonge ses lecteurs dans les salles d'audition de la DIC où il y a eu de gros déballages. Mamadou Ngom a dit aux enquêteurs que tous les décaissements ont été ordonnés par le ministre des Sports de l'époque Matarba et répartis conformément à ses instructions. Au ministère de la Culture, le DAGE Léon Zali a déclaré qu'une enveloppe de 530 millions de francs CFA a été distribuée aux grands artistes, ce après qu'une liste avec des montants indicatifs a été transmise par l'ancien président de la République au ministre Abdoulaye Diop, 18 noms de bénéficiaires et copies de chèques versés au dossier. Du nouveau à propos du rapport de la Cour des comptes sur les gestions entre 2019 et mars 2024, le procureur financier a saisi la DIC depuis le 14 avril 2025 pour mener les enquêtes. Vox Populi considère que le parquet financier pose les jalons d'une tempête judiciaire. Le journal ajoute qu'Elhadj Abdoulaye Sylla a reçu le 3 avril du procureur général près la cour d'appel un référé aux fins d'ouverture de procédure pénale. Tous à la DIC, s'exclame Sud Quotidien, qui note qu'en plus de l'affaire de la gestion du fonds Force Covid-19, la division des investigations criminelles hérite de nouveaux dossiers. L'Observateur donne des précisions sur ce que recherche le parquet financier. Le Quotidien parle d'une justice au temps des hommes et met à sa une les photos des procureurs de la République et celui du parquet financier. Des magistrats indépendants selon le président de l'Union des magistrats du Sénégal. Plusieurs journaux ont d'ailleurs repris l'interview accordée par Ousmane Chimère Diouf à la TFM. Dans Vox Populi, il déclare, je cite, « On a toujours dit que la justice doit rester imperméable à toute forme de pression, d'où qu'elle vienne. » Fin de citation. Ce qui fait dire à Tribune que l'UMS monte au créneau pour défendre le ministre de la Justice, Ousmane Diagne. Les syndicats, eux, sont dans la défense des intérêts des travailleurs. À propos donc du pacte social, le front syndical se braque selon Ligue Quotidien. Mody Guiro, secrétaire général de la synthèse, qui déclare à la une du journal, je cite, « Les engagements du gouvernement sont imprécis. On s'interroge sur l'empressement à vouloir conclure un pacte sans résoudre les revendications prioritaires. » Fin de citation. L'Info considère que les louvoiements et les engagements imprécis du gouvernement ont fait que les syndicats ont haussé le ton. Et puis en sport, Record s'intéresse ce matin à la Ligue Europa qui dispute ses quarts de finale retour ce soir. Les Sénégalais Boulaye Dia avec la Lazio, Moussa Niakhaté avec l'Olympique Lyonnais et Pape Matar Sarr avec Tottenham seront en lice ce soir. Ça s'annonce compliqué selon Record qui nous parle également de la Ligue Conférence qui sera une formalité pour Nicolas Jackson et Youssouf Sabaly. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? À 12h36, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons parler
de la pêche, plus particulièrement du sous-secteur de la pêche artisanale. Il y a quelques jours, lors de la plénière portant donc réponse du Premier ministre aux questions d'actualité, la ministre en charge des pêches a évoqué quelques problèmes du sous-secteur, notamment la question des monofilaments, mais également les questions des efforts de pêche, etc. Nous allons parler de tout cela avec nos deux intervenants du jour. Monsieur Ismaël Ndiaye, directeur des pêches maritimes au ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, que nous aurons dans un instant. Et en ligne, nous sommes avec monsieur Mor Mbeng, coordonnateur du Conseil national de la pêche artisanale de Kayar. Monsieur Mbeng, bonjour. Bonjour. Nous reviendrons à vous dans un instant. Nous espérons avoir avec nous monsieur Ismaël Ndiaye, directeur des pêches maritimes au ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires. Monsieur Ndiaye, bonjour. Bonjour. Je le rappelais tout à l'heure, Madame Fatou Diouf, Dr Fatou Diouf, la ministre en charge des pêches, a pris la parole il y a quelques jours à l'Assemblée nationale lors des questions d'actualité posées au gouvernement. Et elle a évoqué la question des monofilaments, ce qui a suscité une levée de boucliers dans certaines pêcheries, notamment à Guet-Ndar, à Saint-Louis et à Mbour, où les pêcheurs demandent à la ministre de descendre sur le terrain pour se rendre compte que les filets à monofilaments sont plus utilisés qu'elle ne le dit d'ailleurs, et que les pêcheurs n'y voient aucun inconvénient. Quel est l'enjeu? D'abord, expliquez-nous c'est quoi le monofilament, quels sont les dangers de l'utilisation de ce type de filet, et quels sont les enjeux de ce débat? Pourquoi les pêcheurs, notamment à Guet-Ndar et à Mbour, résistent à l'interdiction de ces monofilaments-là, d'après vous? Merci beaucoup. Tout d'abord, je suis tous les acteurs de la pêche et tous les éditeurs de la radio RFM. Merci d'avoir posé la question. C'est vrai que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de remous concernant la question de ces filets monofilaments. C'est un filet, c'est un matériau qui n'est pas biodégradable. C'est comme des matières plastiques rigides et qui peuvent faire plus de 100 ans dans l'eau sans pour autant se dégrader. Et c'est utilisé au Sénégal depuis les années 90. Et par la suite, il y a eu des études qui ont été faites et aussi des expériences vécues dans d'autres zones. Et il a été conclu que vraiment c'est une pêche qui menace vraiment l'écosystème marin. Donc il est révélé qu'une fois perdu en mer, donc il y a une pêche fantôme qui s'opère pendant des années. Et d'autres aussi défendent le contraire. Mais ce qui est vraiment parvenu et ressorti dans les études, c'est qu'il y a des effets très négatifs dans l'écosystème marin. Alors, pour faire simple pour nous autres, qui ne sommes pas des spécialistes, qui ne nous y connaissons pas beaucoup, ce sont les filets en nylon, c'est ça? Non, ce sont des filets en monofilament. En monofilament, c'est différent du nylon? Oui, ce sont des filets en monofilament ou multi-monofilament. Ça, ce sont des termes techniques. D'accord. Mais ce qu'il faut retenir, c'est un matériau qui n'est pas biodégradable. D'accord. Voilà. Donc, en cas de perte du filet, le filet continue à pêcher de façon passive. Même en dehors de la pêche fantôme, mais c'est un déchet. D'accord. Ça pollue la mer. Pratique, voilà, ça pollue la mer. Il y a d'autres qui disent qu'une fois que le filet est perdu, ça se forme sous forme de boucle fermée, donc ça ne pêche plus. Mais quand même, c'est un déchet non biodégradable qui est là et qui a des conséquences néfastes sur l'écosystème. Mais que vous disent les pêcheurs? Pourquoi tiennent-ils tant
au monofilament. Pourquoi résiste-t-il à utiliser d'autres types de filets beaucoup plus, durables et beaucoup plus conformes justement à la législation, à la réglementation? En fait, il y a des avantages dans la pêche. Ça veut dire que c'est plus légère. C'est plus légère, c'est plus facile à manipuler. D'accord. Et puis, c'est un filet qui est très méchant. Ça veut dire que ça attrape le poisson. D'accord. Il ne donne aucune chance au poisson de s'échapper. Donc, c'est rentable pour les pêcheurs. Mais en contrepartie, il y a des effets très néfastes sur l'écosystème marin. D'accord. On reviendra à vous dans un instant. En attendant, Mor Mbeng, je rappelle que vous êtes le coordonnateur du conseil local de la pêche artisanale de Kayar. Pourquoi on vous a invité à ce débat? C'est parce qu'il y a quelques années, il y a eu des problèmes entre pêcheurs, sans entrer dans les détails, mais c'était lié à différentes méthodologies, différents types de pêche qui n'étaient pas acceptés par les pêcheurs, disons, autochtones. Comment ce problème se manifeste-t-il actuellement? Comment Kayar a pu surmonter cette difficulté et quelle est la prévalence de l'utilisation du monofilament dans cette zone très poissonneuse des côtes sénégalaises? Merci beaucoup pour votre question. Tout d'abord, je donne le salut à mon directeur de pêche, M. Ismaïla. Moi, Mor Mbeng, en tant que coordinateur du CLP de Kayar, je remercie d'abord le ministère de la Pêche et de l'Économie et des Affaires maritimes et portières sur l'engagement qu'il a pris et le courage de dire la vérité aux acteurs de la pêche. Parce qu'on ne peut pas continuer sur pêcher comment on veut. Le monofilament est toujours source de conflit. Vous et moi, on constatait ensemble qu'à chaque fois qu'il y a conflit, le vrai source, c'est le monofilament. Parce que c'est un filet maillant dérivant. Et quelque chose qui dérive dans la mer, toujours donne des sources de conflit parce que nous qui faisons la pêche à la ligne, ou bien nous qui faisons la pêche à la palangue, ou nous qui faisons la pêche à la scène tournante, à chaque fois, il y a des affrontements entre pêcheurs de monofilament et nous aussi. Ici à Kayar, rien qu'en 2023, vous avez constaté un grand conflit qui s'opposait entre des pêcheurs de Kayar et de Mboro, qui a donné même des morts d'hommes. Et des personnes qui ont été brûlées jusqu'à présent, certains sont des handicapés, d'autres sont en train de se soigner en Espagne. Quelques années plus tôt, il y avait eu aussi des conflits avec des pêcheurs de Guet-Ndar. À chaque fois que les monofilaments entrent dans les eaux de Kayar, il y a les conflits. Parce que Kayar est une zone de pêche qui prône pour une pêche durable et responsable. Le monofilament est formellement interdit d'abord par le code de la pêche qui régit tout ce qui est de la pêche. Mais ici à Kayar, même dans notre convention locale, nous avons mis dans les différents points que nous avons énumérés qu'il est formellement interdit d'utiliser le monofilament à Kayar. Mais la question c'est comment ça se fait? Comment avez-vous pu vous organiser au niveau de Kayar pour utiliser d'autres méthodes de pêche, d'autres types de filets, les palangres et les scènes tournantes comme vous avez dit, qu'on sait plus difficile à utiliser, plus lourd, peut-être moins maniable et moins efficace en termes de capture, alors que d'autres restent sur le monofilament. Et quelle est la spécificité de la pêcherie de Kayar dans ce domaine-là? C'est d'abord la citoyenneté, mais aussi l'engagement pour une pêche durable. Nous sommes toujours engagés parce que et aussi nous avons aussi historiquement, depuis nos arrière-grands-parents, prôné pour une pêche durable. Et nous savons très bien que le monofilament n'est pas un bon moyen pour qu'il y ait une pêche durable. C'est d'abord la culture d'utiliser la scène tournante. Nous avons toujours vu que la scène tournante, la pêche à la ligne et la pêche à la palangue, c'est rentable. Bien que le monofilament est beaucoup plus rentable, mais il faut toujours penser à la durabilité de ces ressources-là. Parce que s'il n'y a plus de ressources, il n'y aura plus de pêcheurs. N'est-ce pas? Et tout le monde constate que à Kayar, pendant la campagne de pêche, qui démarre du mois de novembre au mois de juin, dans le littoral sénégal, il n'existe pas une place où un pêcheur ne quitte pas cette place pour aller faire la campagne de pêche à Kayar.
Parce qu'il y a l'abondance, il y a la bonne pêche à Kayar pendant la campagne de pêche. Et cette campagne de pêche-là, nous et nos différentes autorités, toujours nous faisons des réunions de pré-campagne pour prévenir aux autres de ne pas utiliser ces monofilaments-là pour qu'il n'y ait pas de conflit. N'est-ce pas? Donc nous sommes en phase avec le ministère de la Pêche et nous l'appuyons sur cette décision et nous l'encourageons sur cette décision. Seulement, nous avons... Si vous permettez, là-dessus, je voudrais entendre M. Ismaël Ndiaye, directeur des pêches maritimes au ministère. Madame le ministre, ce jour-là, a annoncé qu'elle vous a donné des instructions par rapport justement aux pirogues, enfin aux moteurs hors bord, à l'effort de pêche et à une certaine corrélation entre justement la distribution des moteurs hors bord et l'utilisation, si j'ai bien compris, des filaments. C'est comment faire en sorte que on incite les pêcheurs justement à moins utiliser les monofilaments, toujours dans la concertation. Mais concertation jusqu'à quand? Parce qu'elle a semblé noter que dans le code de la pêche, le nouveau code de la pêche, il y avait une dérogation accordée aux pêcheurs pour arrêter d'utiliser ces monofilaments, mais il n'y avait pas un échéancier, il n'y avait pas une échéance. Comment êtes-vous en train de prendre en charge cette question? Quelle est l'échéance nouvelle qui a été retenue, s'il en est? Et comment vous gérez la situation au niveau national? Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, en fait, pour l'interdiction d'abord du monofilament, il y avait le code de la pêche de 92 qui l'interdisait, mais au niveau de son décret d'application. Et en 2015, le code a été revu. Et en ce moment même, on a élevé l'interdiction même au niveau de la loi. Ça veut dire que après concertation nationale, nous avons jugé, les acteurs avaient jugé que vraiment, il fallait être beaucoup plus regardant avec ce problème-là et ils l'ont élevé au niveau de la règlement. Au niveau, il a quitté le niveau application, décret pour aller dans la loi. Et lorsque madame est revenue, donc c'est un problème qui est là, il fallait trouver une solution. Il y avait la subvention des moteurs, donc depuis 2016 à 2024, l'État a injecté plus de 11 milliards de subventions. Ça veut dire que tout pêcheur qui veut un moteur hors bord, l'État le subventionne à hauteur de 1 million. Et jusqu'à maintenant, nous sommes à 11 400 moteurs, ce qui fait presque 11 milliards 140. Et malheureusement, il n'y avait pas un soubassement scientifique, ni technique, ni un programme ficelé pour la subvention de ces moteurs-là. Ça se faisait sur une volonté politique politicienne. Lorsqu'elle est venue, il y a de l'argent qui a été injecté, elle a demandé à ce qu'on évalue. Elle a demandé à ce qu'on évalue quel est l'impact de cette subvention-là sur l'économie et sur la pêche et sur la gestion de la pêche. Et ce qui est en train d'être fait. Et pour le moment, on a arrêté ces subventions. Il y avait de l'argent qui était sur place. Elle a donné comme instruction, il faut que l'argent soit orienté, soit vers la sécurité des acteurs de la pêche, parce que comme nous le voyons dernièrement, il y a beaucoup de disparitions en mer. Donc elle a demandé que cet argent-là soit orienté sur la sécurité, ou bien que ça soit orienté sur la gestion durable des ressources. Est-ce que cet argent peut aller au remplacement justement des monofilaments Voilà. Quoi à la place des monofilaments? Voilà, c'est ça. En fait, elle a dit que l'argent-là doit être réorienté. Mais ça va revenir aux acteurs de la pêche. Maintenant, elle m'a demandé de ficeler un programme pour le changement ou bien la restitution de ces mauvais filets par des filets réglementés normalisés. Et si l'argent aussi reste, on va aller vers la géolocalisation parce que nous avons un programme d'abord pour la géolocalisation. Ça veut dire que si un pêcheur est perdu en mer, donc on pourra le tracer à partir de nos écrans. Un système de tracking, de tracking. Donc, elle a donné des... Il y avait aussi l'immatriculation des pirogues qui étaient en cours à l'époque.
Voilà, est toujours en cours. Donc, vraiment, c'est un programme qui est très en avance. Et ce qui nous permet quand même de passer même aux autorisations de pêche avec les permis de pêche et tout cela. Merci, monsieur le directeur. Malheureusement, le temps... Mais oui, pour finir, cet argent-là, c'est réservé pour le changement des filets. Et il a dit que on va faire des concertations. Mais il faut que les acteurs sachent que on ne peut plus continuer comme ça à détruire l'écosystème. Il faut qu'on enlève ces monofilaments. Comment le faire? Elle a proposé d'amener des filets réglementés. Comment doter ces filets? Quel type de filets? Et tout cela, ça va demander des concertations. Et ensemble, on va le faire avec des acteurs, vraiment pour qu'on puisse changer de comportement. Merci, monsieur le directeur des pêches maritimes au ministère des pêches, des infrastructures maritimes et portuaires, Ismaël Ndiaye. Mor Mbeng, en 30 secondes, peut-être une question sur l'avenir. Comment empêcher justement les problèmes qu'il y a eu les années passées entre pêcheurs qui utilisent des filets réglementés et non réglementés? Comment êtes-vous organisé à Kayar, mais surtout quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour que cela ne se reproduise plus sur place? D'abord, je remercie le directeur. En tout cas, à Kayar, nous avons une convention locale. Presque les CLPA du Sénégal, à chaque CLPA a sa convention locale. Et ces conventions-là, on fait toujours la vulgarisation de ces conventions. Nous, à chaque début de campagne, on organise une réunion pré-campagne et on invite nos voisins de la pêche, celles de Mboro, de Saint-Louis, de Yoff et de Joal, pour leur présenter d'abord les différentes interdits à Kayar. Et y compris ce monofilament-là. Pour que chaque personne ait conscience qu'il y ait une interdiction de monofilament à Kayar. D'accord. Et en ce qui concerne aussi, je vais parler de 30 secondes sur la subvention des moteurs. Parce que cette subvention a été donnée pour lutter contre l'insécurité en mer. Et cette subvention a été pour tous les pêcheurs. Le ministre a dit que il va désorienter cette subvention, il va orienter cette subvention vers le remplacement de ces monofilaments-là. Et ça, ce n'est pas, moi, je trouve pas ça normal. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord, parce que cette subvention était pour tout le monde. Les pêcheurs qui faisaient les bonnes pratiques en faisaient partie. Comment on peut nous priver de cette subvention? Vous rejetez l'argument de la politisation de la distribution de la subvention pour les moteurs? Non, je ne le rejette pas, parce qu'il se peut qu'il y ait une politisation. Mais en ce qui concerne nous, coordonnateurs des CLPA, pour qu'un pêcheur bénéficier de ces moteurs-là, il doit passer d'abord par le CLPA qui va identifier ce pêcheur pour savoir si c'est vraiment un pêcheur, lui donner son approbation, dire que c'est un pêcheur, et le dossier va se rendre au service départemental des pêches et le chef de service va donner son avis. Après cet avis, on donne au service régional puis la direction des pêches maritimes. Donc une procédure transparente. Merci Mor Mbeng. Effectivement, il y a une procédure très transparente. Malheureusement, nous n'avons plus de temps pour poursuivre ce débat, mais vous pourrez continuer à développer vos arguments dans la version Wolof. Ce sera tout à l'heure. Merci à tous les deux. À 12h54, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. Barthélémy Ngom et Anna Rocha à la coordination, à la mise en onde d'Aliouba. À la production, Abdou Thiam et Kader Lo. Retrouvez Barthélémy Ngom à 13h pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir.